cet après-midi avec nos deux invités, Monica Garriga et Frédéric Sultan, qui travaillent et réfléchissent tous les deux depuis plusieurs années à la thématique des communs. Donc vous avez peut-être entendu parler sous le nom anglais de Commons. En fait, ils seront nos poissons pilotes pendant cette prochaine heure pour nous décrypter cette notion de commun qui nous concerne tous, à l'échelle citoyenne, communale, régionale et mondiale aussi. Quelques mots d'abord pour vous les présenter. Donc, Monica Garriga, vous êtes catalane, vous résidez à Barcelone. Après des études en droit et en communication en direction du journalisme pendant 12 ans, vous avez ainsi été reporter pour des agences de presse et des stations de radio en Asie du Sud-Est sur des sujets de politique internationale, d'économie, de culture, avec un intérêt aussi sur les questions juridiques et d'environnement. Puis, vous avez eu une prise de conscience importante, ce qui vous a conduit à arrêter le journalisme pour vous investir pleinement dans les projets. Et quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit que vous préfériez être dans la recherche et l'action, réaliser des projets aujourd'hui plutôt que de les raconter. Ça fait 10 ans maintenant que vous participez à des projets pédagogiques, technologiques et sociaux, plus particulièrement engagés ces dernières années dans le cadre d'une coopérative à Barcelone qui s'appelle FemProComuns, j'espère que je prononce bien, avec beaucoup d'actions dans les milieux technologiques, culturels et en accompagnement de projets. C'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui. Et vous nous parlerez en particulier d'un programme développé par cette coopérative et qui vous tient à cœur. Il s'agit de la Comunificadora, un incubateur en fait, qui aide à faire naître des projets sur les communs. Et ce qui est très intéressant là, c'est que vous travaillez en partenariat avec la municipalité de Barcelone. Donc là, vraiment une interaction très concrète avec une municipalité. Cette notion de commun, Frédéric Sultan à vos côtés, nous aidera à l'apprivoiser, car c'est encore nouveau pour beaucoup de monde. Donc Frédéric Sultan, vous êtes un militant associatif bien ancré dans le 18e arrondissement de Paris, dans un quartier populaire, celui de La Chapelle. Votre engagement ne date pas d'hier, puisque vous intervenez depuis les années 80 auprès des habitants, des citoyens et aussi avec de nombreuses organisations et des collectifs pour les accompagner dans la conduite de projets. Ce qui vous anime, en fait, c'est d'aider les gens à trouver leur capacité d'action. Avec l'objectif qu'on peut agir, montrer qu'on peut agir, se mobiliser, participer à l'action publique. Et je crois que c'est l'objet aussi de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est quand même important. Et l'un des moyens d'action pour vous aujourd'hui, à travers votre collectif Remix de Commons, c'est cette pratique des communs, c'est-à-dire monter des processus d'auto-organisation avec des collectifs pour résoudre de manière solidaire des problèmes qui concernent un ensemble de citoyens. Vous en parlez avec moi. Voilà. Un des grands enjeux que vous nous détaillez avec Monica Garriga, en fait, c'est comment la population peut travailler avec la puissance publique, ce qu'on a commencé déjà à regarder ce matin, les collectivités locales et territoriales, et en fait, comment construire cette interaction autour de biens qui nous concernent tous. Voilà, c'est à vous. Merci Caroline. Bonjour à tous et toutes, et merci de nous avoir invités à parler des communs aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant de voir cette perspective de 3 ans de travail, de mise en chantier de la question des communs à côté des low-tech et de l'idée de sobriété. Alors, aujourd'hui, on va vous parler vraiment, on va essayer de rentrer dans le détail des communs. Bien entendu, on est dans le cadre d'une rencontre qui relie commun, sobriété et low-tech et la perspective de transition environnementale. On n'insistera pas tellement sur ces dimensions-là, mais vraiment on va essayer de rentrer dans le vif du sujet des communs, et puis on pourra faire les liens peut-être plus facilement dans les questions tout à l'heure, ou dans les autres conversations, et puis à la suite, pendant les 3 ans qui viennent. On va diviser notre présentation en 2 temps, même si on va alterner après, on va faire un peu de ping-pong tous les deux à la table. Le premier temps, on va essayer de rentrer dans le détail de ce qu'est, de quoi on parle quand on parle des communs, pour lever peut-être un certain nombre de barrières et puis s'assurer que tout le monde reste bien réveillé toute l'après-midi. Et puis ensuite,
c'est pour ça que Monica est venue aujourd'hui. On rentrera dans le détail à travers une expérience particulière qui est celle de la Comunificadora à Barcelone, qui a été conduite à Barcelone, qui est un programme dont on donnera les détails tout à l'heure d'accompagnement et de transition vers les communs, ou par les communs. Voilà. Alors. Bon, je suis Monica Garriga, comme ils ont dit, et on lève ça. Je fais partie de la coopérative Fem Comuns. Fem Comuns en catalan signifie, veut dire nous faisons les communs, ou allons faire les communs, comme vous voulez. C'est une coopérative intégrale et ça veut dire qu'à des membres travailleurs comme moi et des membres usagers. Et ça y est. Donc Remis, elle était un peu présentée par Caroline tout à l'heure, c'est un collectif d'activistes des communs qui vise à développer des outils, proposer des outils au service du communing ou de l'engagement dans les communs. Alors les communs, de quoi on parle? Monica. Vas-y. Et peut-être que vous pensez que vous ne connaissez pas aucun exemple des communs, vous ne les connaissez pas, mais très probablement vous les connaissez parce qu'ils sont dans notre cuisine, ils sont dans toutes les cuisines du monde. Parce que la cuisine, c'est un endroit où se passe la transmission et reproduction de la connaissance. Par exemple, vous avez peut-être appris une recette de votre grand-parent et vous l'avez modifiée et maintenant vous la faites, mais vous la faites à votre façon et vous allez la transmettre à votre enfant ou grands-enfants. Et aussi, dans la cuisine, on fait la négociation entre genres. Il ne faut pas que je vous explique comment ça marche. Et aussi la négociation entre générations. Par exemple, qui va acheter le pain ou qui fait la vaisselle. Ça se passe dans toutes les cuisines du monde, je pense. Là, on prend aussi des décisions sur les produits qu'on achète et où on les achète. Ça, c'est si on achète bio, non bio, avec du sucre, sans du sucre, et si on achète au supermarché ou chez le paysan, ou à la coopérative agricole. Ce sont des décisions qui sont politiques et aussi sont des décisions sur les soins et sur les désirs de tout le monde. Oups. Allez, moi. Alors, on a un trou dans votre. Alors, donc, Monica vient de nous dire que les communs, c'est dans la cuisine. Donc, effectivement, on en a tous l'expérience, en fait, à travers ne serait-ce que notre vie de famille. En réalité, les communs, ils sortent aujourd'hui très vite de la cuisine et on les retrouve dans une multitude d'activités, dans une multitude d'espaces pour lesquels. D'accord, Je pense que c'est seulement cette. Ah, ok. non, apparemment, il y a plusieurs mots qui manquent. Ah oui. Ça manque deux. Ok. Bon, on a un petit souci technique, alors c'est pas grave. En fait, sur la diapo qui manque là, on avait affiché tout simplement tout un tas de logos d'expériences qui sont de l'ordre des communs. Donc vous y trouviez aussi bien le logo de Wikipédia, que tout le monde à peu près ici doit connaître, j'imagine, mais aussi de Mopicop, une coopérative de transport, d'autopartage, de système de partage, mais aussi des jardins partagés, mais aussi la Louve, le supermarché coopératif à Paris, mais aussi Kifinet, qui est un réseau d'internet, de Wi-Fi populaire, mis en place par les habitants pour assurer une forme de réseau d'accès à Internet collectif et partagé. Voilà, donc il y avait tout un ensemble d'expériences qui étaient
qui était décrite à travers ces logos et qui permettait de comprendre que voilà, de la cuisine et de l'expérience qu'on a des communs, puisque souvent la première réaction des gens c'est de dire moi les communs je ne sais pas trop de quoi on parle. En fait, de l'expérience du partage, de l'expérience de la collaboration qu'on a, ne serait-ce que dans la famille, en fait, on a aujourd'hui ça qui s'étend dans différentes sphères qui sont. Oui, on a ça qui s'étend dans différentes sphères de notre vie aujourd'hui, qui sont très généralisées. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut décrire en fait l'économie aujourd'hui comme trois grands mécanismes. L'économie, on a différentes manières de la décrire, mais on peut décrire aujourd'hui l'économie dans trois grands mécanismes. Il y a un mécanisme qui est celui qu'on connaît bien, c'est celui du marché. On achète un produit, on l'achète avec une monnaie, on le paye et on s'en va avec ou on l'utilise. Un deuxième mécanisme, c'est celui de la redistribution. On paye nos impôts et on obtient en échange des services qui sont le service scolaire, le service l'école, l'hôpital, les routes, etc. Et donc ça, on a une économie qui est basée sur la redistribution, mais qui n'est pas réservée qu'à l'État, puisqu'on y trouve aussi, par exemple, les mutuelles. Et puis il y a un troisième domaine de l'économie, qui est celui-ci, qui est l'économie de l'entraide, enfin les systèmes d'entraide. C'est que si moi, par exemple, je garde les enfants de mes voisins un soir pour qu'ils puissent sortir au cinéma, ils ne vont pas me payer pour autant, mais peut-être que 3 semaines plus tard, ils vont me filer un peu de confiture parce que ça leur fait plaisir de partager la confiture qu'ils ont fait. Mais il ne s'agit pas là d'un échange marchand, c'est que je ne paye pas mon babysitting avec de la confiture. Simplement, en fait, la vie quotidienne fait qu'on s'organise comme ça, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure dans la famille. On a ces trois sphères-là. Et les communs, en fait, s'insèrent dans ces trois champs-là. On les retrouve, en fait, dans ces trois domaines-là, de manière extrêmement active et de manière intégrée dans ces systèmes d'économie. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence, en fait, entre les communs et le reste de l'économie? Finalement, c'est le fait qu'on s'organise de manière collective, solidaire, sans extractivisme, au service de sa communauté et au-delà de sa communauté, et des générations futures. Et c'est cette dimension-là, c'est cette pratique-là qu'on va nous appeler les communs. C'est-à-dire que la définition que vous voyez ici s'afficher, c'est une définition tout à fait vulgaire, c'est pas du tout une définition qui est proposée par les chercheurs, c'est une définition tout à fait vulgaire, mais en même temps très politique, des communs que nous vous proposons. C'est vraiment là-dessus que nous, on va s'appuyer pour parler des communs ou de l'en commun ou du commoning en fonction de la façon dont on va s'orienter. Derrière, les communs, souvent considérés comme des choses, présentés comme une ressource qui ferait l'objet d'une intention, en fait, on a des pratiques sociales qui sont des pratiques sociales solidaires et orientées vers la préservation de la communauté, la reproduction de notre corps, de notre communauté, et de l'humain et du vivant au-delà de ça. Donc on voit bien là la filiation qu'il y a, ou l'inscription qu'il y a dans l'idée de transition, l'idée de porter en fait un projet de transition. Alors, les sciences pour autant, puisque je vous dis que cette définition-là est une définition tout à fait vulgaire, les sciences pour autant nous aident en fait à comprendre les communs, à les interpréter, à les explorer, en apportant un certain nombre de points clés sur lesquels il y a l'exploration. Aujourd'hui, en France, depuis maintenant 4 ou 5 ans, on a une explosion des travaux scientifiques sur la notion des communs. On a une explosion, par exemple, dans le domaine de tous les chercheurs qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, travaillent de fait, ou relient de fait, leurs travaux à la question des communs, extrêmement souvent. Donc, ces travaux-là nous amènent à questionner un certain nombre de points, et notamment à re-questionner la notion, l'imaginaire que nous avons de la propriété. La propriété, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qui est complètement unique, on est possesseur de quelque chose. En réalité, la propriété s'exerce sous la forme d'un faisceau de droits, c'est-à-dire d'un ensemble de droits qui sont divisés, qui peuvent être répartis entre différents acteurs. Et dès lors que vous regardez la propriété sous cet angle-là, vous pouvez intégrer la notion de commun, vous pouvez reconstruire en fait
du commoning ou de l'en commun, c'est des pratiques de commun, autour des ressources dont on parlait tout à l'heure. Un deuxième aspect qui est vraiment questionné et qui est revisité par la recherche de manière très, très approfondie. Le premier, je dirais que ça relève plutôt de l'ordre des économistes. Le deuxième, de l'ordre du social et du politique, c'est la question de l'organisation, de l'auto-organisation, qui bien sûr intègre la dimension de la démocratie économique, mais pas que. On parlait tout à l'heure de la famille. On voit qu'on a là tout un ensemble de travaux d'anthropologie, par exemple, qui sont extrêmement intéressants. On retrouve des auteurs comme Federici sur le féminisme et le common care, le workfare care, c'est-à-dire la manière dont on va prendre soin et dont on va instituer en fait, des mécanismes de soins partagés de notre communauté. Mais on retrouve aussi tout un tas de chercheurs comme Guilbeault, qui était cité tout à l'heure, que vous avez vu à l'écran, qui est un historien, comme Carlo Marcellone aussi, qui est un économiste, qui travaille sur la production, comme David Bollier et Silke Frisch, qui ont travaillé sur les patterns de commoning, c'est-à-dire les modèles d'action, la façon dont on agit en commun, et j'y reviendrai un petit peu. Mais aussi des juristes comme Judith Rochefeld en France ou d'autres ailleurs. Alors, ces travaux de recherche, je disais, ils pointent principalement, en priorité, je dirais, la question de la propriété, non pas pour la remettre en cause, mais pour la réinterpréter. Après, à nous de décider si on la remet en cause politiquement ou pas, ça c'est je dirais, le problème du citoyen, c'est pas le problème du chercheur. Sur l'auto-organisation, ce que ça pointe aussi, c'est, je dirais, derrière la question de l'organisation et de la participation des habitants, de la participation des citoyens, c'est aussi quelle est la forme que prend l'État aujourd'hui. Comment est-ce qu'on comprend l'État tel qu'il s'organise et tel qu'il permet ou non la participation des citoyens, tel qu'il collabore ou non avec les citoyens. Aujourd'hui, en Italie, on a vu se développer, fleurir tout un ensemble de ce qu'on a appelé des réglementations pour la préservation des biens communs, ou bien des conventions ou des déclarations d'usage civique pour des ressources en commun. Ce sont des mécanismes juridiques qui sont développés pour permettre l'articulation, la participation des habitants à la préservation des communs, non pas seulement considéré comme l'objet, c'est pas seulement le bâtiment qui est occupé, mais c'est aussi cet objet-là relié à la possibilité d'exercer en fait nos droits sociaux. Droits sociaux qui vont recouvrir aussi bien les questions culturelles, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'accès au foncier par exemple, de l'alimentation. Et donc on va avoir, dans ces travaux de recherche, qui vont aussi nous aider, nous amener à travailler sur quels sont les mécanismes qui nous permettent de gérer les choses en commun, de gouverner les choses en commun, et je vais y venir un tout petit peu en détail, mais aussi de voir comment ces différents communs, ou ces différents mécanismes de commun peuvent s'articuler sur un territoire, peuvent faire système à travers des mécanismes qu'on va appeler des infrastructures des communs. Les infrastructures des communs, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple le fait que, on parlait tout à l'heure de tiers-lieux, un tiers-lieu c'est un lieu qui permet de faire d'autres choses. C'est une base qui va être l'infrastructure pour faire d'autres communs, pour faire de la cuisine, pour faire de l'enseignement, pour accueillir des personnes migrantes, pour développer une entreprise, etc. Et donc vous voyez que là, chaque commun, ou souvent les communs peuvent être considérés comme des infrastructures. Donc on va en avoir d'autres. Je parlais tout à l'heure des réglementations ou des déclarations d'usage civique. On va parler aussi des systèmes d'évaluation, les SPG par exemple, qui peuvent être pour nous des infrastructures qui nous permettent de faire ensemble, de mettre ensemble les communs et de les articuler ensemble. Alors, une des personnes qui a beaucoup travaillé sur la question des communs et qui apparaît, qui a, je dirais, été très aussi reconnue pour son travail, c'est Elinor Ostrom, qui est une politiste qui a reçu pour la première fois, enfin c'est la première fois qu'une femme recevait le prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel d'économie, c'est en fait le prix de la Banque de Suède, pour ses travaux sur les communs et sur la gouvernance des communs. Là, en fait, l'intérêt des apports de Elinor Ostrom, c'est qu'elle nous permet de rentrer dans le cœur du moteur des communs. Comment ça fonctionne? Comment on peut gouverner les communs? Quels sont les principes qui nous permettent en fait, de faire bien fonctionner les communs? Donc elle en a identifié 8 qui sont affichés ici.
Donc je ne vais pas les lister tous, parce qu'on pourra y revenir, vous pourrez revenir sur cette diapo si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir qu'au fond, dire que quelque chose est en commun, il ne suffit pas simplement de le classer dans une catégorie en disant c'est une association, ou bien c'est une coopérative, ou bien c'est un groupe auto-organisé. Mais il faut en fait regarder quels sont les mécanismes de fonctionnement, d'organisation, de prise de décision, la façon dont on convient ensemble, la façon dont on convient avec l'extérieur, avec la puissance publique, comment on fait en sorte qu'on soit reconnu, ou bien, par exemple, comment on va édicter des règles, les faire respecter, et des règles qui soient adaptées à nos besoins, pas des règles qui sont imposées de l'extérieur et de manière complètement générale. Moi, je vais m'arrêter là pour la définition des communs, en tout cas, une première explication des communs, on pourra y revenir si vous voulez. Et puis, on va passer maintenant à comment on fait pour mettre ça en place ensemble sur un territoire comme celui de Barcelone. Bon, comme vous savez, vous m'entendez bien? Je lève ça. Et comme vous savez, en 2015, à Barcelone, il y a eu un changement de gouvernement municipal, et avec l'arrivée de Barcelone en commun, le parti libéral maintenant pour Ada Colau. Et il y avait à Barcelone déjà un écosystème de communs qui était en consolidation et qui avait été créé, il faisait 20, 30, 40 ans. Non? Elle avait évolué. Et à ce moment-là aussi, il y avait eu plusieurs rapports qui demandaient qu'on crée un programme de promotion des projets communs. Et aussi en 2016, il y a eu une rencontre des personnes qui étaient intéressées pour les communs. Et au même moment où on était en train de recueillir des propositions pour créer le PAM, le programme d'action municipale qui allait guider le gouvernement municipal. Et l'une des propositions que se sont recueillies dans ce moment-là, c'est celui-ci, la création d'un programme de promotion des projets des communs. Et c'est comme ça que la Comunificadora est née. Alors, il y a eu 5 éditions de la Comunificadora jusque maintenant. Fembre Comuns, la coopérative où je participe, a participé à la création et à la coordination du programme en intercoopération avec des autres organisations et pendant les 5 éditions. Je vous parlerai de la structure du programme plus tard. Et pour le moment, je vous dirai seulement que le fil conducteur du programme est le modèle des 5 piliers des communs. C'est ce petit modèle-là, non, je vous raconterai plus tard aussi. Ça m'aide. Et contrairement aux incubateurs traditionnels, la Comunificadora, les projets arrivent dans des phases différentes. Certains projets sont encore dans un mode d'idée et les autres sont déjà projets consolidés, mais il veut évoluer dans une partie. Par exemple, il veut travailler la gouvernance ou il veut travailler la communauté, la participation de la communauté, etc. Et pour ça, aussi, les projets qui participent, ils sont encouragés à s'intégrer dans des projets qui existent déjà. Pas créer un autre projet s'il y a déjà un projet qui donne une solution aux besoins qu'il veut solutionner. Et pour ça, il y a eu 62 projets qui ont participé dans la Comunificadora, qui ont participé dans le programme. 70% sont arrivés dans la phase d'idée et il y en avait 30% qui étaient arrivés au programme comme une proposition, comme un prototype ou comme un projet consolidé. Et le pourcentage est à l'inverse. Si on regarde comment les projets ont fini le programme, il y en a 70%
ont fini comme une proposition, comme un projet, comme un prototype. Et parmi les initiatives qui ont participé, qui se sont constituées comme projet, il y en a du secteur du soin, projets sur des personnes âgées, par exemple, ou des familles avec des petits-enfants ou des enfants jeunes. Les coopératives de distribution comme Mensagas ou coopératives de mobilité comme Son Mobilitat, ou bien, pour donner un exemple d'un projet communautaire, il y a un réseau de radios scolaires qui c'est radio scolaire en ligne. Alors, je vous pose un couple d'exemples de projets qui ont participé. Celui-là, c'est Son Mobilitat, qui peut-être que vous connaissez. C'est une coopérative dans le but de rendre la mobilité plus durable et de faciliter la mobilité électrique partagée entre les communautés locales. Ils sont présents dans toute Catalogne et ils font partie aussi de Mobility Factory, que c'est 8 coopératives qui partagent le même app, le logiciel, et aussi ils font partie de Rescop, que c'est un groupe de coopératives énergétiques d'Europe. Ils ont participé sur Mobilité dans la première édition de la Comunificadora et après ils sont devenus de mentorat pour les autres programmes. Ils font le mentorat à des autres projets nouveaux. Et aussi maintenant ils ont créé Red Mobilidad, que c'est un système pour aider à créer des projets comme eux dans le reste de l'Espagne. Notre projet que je veux raconter, c'est Katuma. Katuma est un marketplace pour des produits agroécologiques. Et elle met directement en relation les producteurs et consommateurs. Et comme ça, ils réduisent les intermédiaires. Les conducteurs du projet, ils sont arrivés à la Comunificadora et ils étaient en train de développer des logiciels pour un projet de banque de temps. Mais ils ont vu qu'ils voulaient faire cet autre projet et ils ont commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait qui existait déjà. Et ils ont trouvé qu'il y avait Open Food Network. Et maintenant, ils font partie de Open Food Network, que c'est un réseau mondial, il y a 20 instances, et ils partagent aussi le logiciel et une infrastructure locale. Non. Et les promoteurs du projet, qui sont des développeurs technologiques, on laissé Katuma, qui maintenant est déjà une coopérative qui marche et qui donne une solution. Comme vous voyez ici, il y a le map de Open Food Network ici, dans cette région-là. Donc, Open Food Network est déjà présent ici. Et ils ont commencé à développer un logiciel pour les supermarchés coopératifs. La semaine dernière, il y a eu une rencontre de supermarchés coopératifs de Catalogne et de la reste de l'Espagne. Et il y avait aussi quelques supermarchés de français. Il y avait la Louvre de Paris et la Régette de Montpellier. Et notre projet, c'est celui-là, Textiles, qui est un projet qui n'a pas arrivé à exister, mais pour ça c'est intéressant aussi. Et c'est une initiative des personnes qui travaillent dans un programme d'insertion dans la fondation. Et ils avaient déjà participé dans notre programme de la municipalité sur les textiles. Et ils avaient vu qu'il y avait des utilisateurs, producteurs et des dessinateurs, designers, qui voulaient travailler dans l'économie sociale d'une façon soutenable. Et à partir du programme, elles ont commencé à étudier en détail la communauté. Et ils ont la communauté qu'ils voulaient soutenir. Et ils ont finalement commencé à travailler avec des femmes couturières de Barcelone,
des quartiers de Barcelone. Et maintenant, elles sont réunies dans le réseau des femmes couturières et elles partagent ressources. Pendant la pandémie, elles ont fait beaucoup de masques dans un moment et ça les a donné une position pour eux-mêmes et d'aide de la municipalité. Et à partir de là, maintenant, elles font de la sérigraphie, etc. Alors, je vous parle du programme. Normalement, c'est un programme qui dure entre 3 et 6 mois, indépendant des besoins de chaque moment. Le programme se divise en 3 parties. La première partie, c'est pour l'appel à projet, et la deuxième et troisième pour que le projet travaille en faisant une évolution. La première partie, c'est pour rendre visibles les communs et appuyer les acteurs des communs à travers l'activation des filières et la cartographie. On fait plusieurs séances de travail avec un appel à projet par filière. Le travail mobilité, alimentation, numérique, etc. Et tous les projets travaillent à une première itération du modèle singulier, de façon qu'ils peuvent connaître les contenus du programme et ils peuvent considérer si ça les intéresse. Et aussi, on peut reconnaître les ressources et les besoins partagés dans les différentes filières. Cette information peut être utilisée par les puissances publiques aussi, pour reconnaître quelle infrastructure ils doivent renforcer ou créer s'il faut. Et la deuxième partie aide aux participants monter en compétences. On travaille le cadre conceptuel des 5 piliers et on fait aussi beaucoup de travail collaboratif à travers de formations hebdomadaires, des séances de travail en groupe, accompagnement pour des supports spécialisés, un tuteur pour chaque projet. Et en plus, on fait des séances de conseil et des événements ouverts à la communauté. On sert aussi des outils développés autour des modèles de singuliers que je vous montrerai avec toile, jeu et lecture surtout. Et finalement, la troisième partie sert à définir le feuille de route des projets après le programme est fini. Le modèle de singulier, comme tout modèle de soutenabilité, est utilisé pour voir comment un projet fonctionne ou est proposé de fonctionner. Les éléments clés sont, comme toujours, la proposition de valeur, quel produit ou service on produit, ce qu'on fait, pour quel genre d'utilisateur, comment les ressources sont mobilisées, le modèle d'organisation et de financement et des autres éléments qui visent à la pérennité des projets. Le modèle a été défini pour travailler sur ces aspects dans des initiatives et des projets qui résolvent des besoins ou articulent des relations sociales basées sur l'auto-organisation collective, l'autoproduction, la collaboration et l'autogestion. Au centre des sabliers, il y a un groupe de personnes et on voit comment elles peuvent s'articuler en communauté pour prendre en charge collectivement la gestion de la ressource partagée. Et ils voient la manière de répondre à leurs besoins à travers une ressource, un produit, un service, un espace, une organisation, un événement, ça dépend. Sur le pilier de gouvernance, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, il y a la communauté au centre et maintenant on voit le pilier de la gouvernance, que c'est à gauche en bas. Les outils, on étudie les outils et les mécanismes corporatifs et de pratiques disponibles pour permettre la participation de la communauté de conduite, la communauté d'exécution ou la communauté cible du projet pour permettre son participation à la prise de décision. Directement lié à ces piliers, il y a le pilier de partage. On travaille comment partager les connaissances, les compétences et même la production
Et ça peut être clé pour qu'un projet puisse être reproduit ou adapté d'une manière durable. Et le pilier de mobilisation des ressources étudie ou voit comment on peut mobiliser les ressources qui sont nécessaires pour l'existence du projet, des ressources matérielles ou immatérielles, et qui ne sont pas la main-d'œuvre. Et finalement, on traite la main-d'œuvre sur les piliers des relations de production qui établissent de l'organisation de la production elle-même et des motivations des personnes impliquées. Et pour travailler chacun des piliers, on a préparé un document de lecture, c'est un document de 30 pages avec des exemples, etc. Et aussi, on a un jeu pour que ça soit assez lourd, c'est difficile, et on a joué ça dans l'école avec des personnes petites et avec des gens grands aussi. Et là, il y a des autres outils qu'on a adaptés. On a des outils de marketing, on a fait un hack, et on les utilise pour les commandes. Mais si vous voulez, je vous l'expliquerai plus tard. Et maintenant, je lui donne la parole à Frédéric. Merci. Alors, on a fait le tour comme ça d'un programme, d'une initiative qui a été conduite à Barcelone pendant 5 ans, pour qu'on voit comment en fait peuvent être conduites des politiques qui vont accompagner ou qui vont être hospitalières au commun. Ce qui nous paraît vraiment important dans ces processus-là, c'est de considérer que les communs ne sont pas des objets qui sont isolés, qui sont isolables du reste du monde. En réalité, les conditions pour que ça soit mis en place à Barcelone sont des conditions qui sont installées dans le temps. Il y a eu toute une histoire du travail du coopérativisme qui s'est développé pendant plus de 20 ans dans la région de Barcelone et en Catalogne, qui ont créé des conditions favorables à la mise en place de dispositifs comme celui-là. Il s'agit donc, quand on veut développer les communs et orienter les communs vers la transition, eh bien, de regarder quelles sont les conditions qui existent ou quelles sont les conditions qu'on voudrait créer pour que puissent se développer des dispositifs comme cela. Il ne suffit pas, ou en tout cas il est très très difficile, simplement d'additionner des initiatives, de les mettre les unes à côté des autres. Ce matin on parlait de silos. Et clairement, on a besoin d'avoir une approche qui soit un peu systémique ou un peu écosystémique pour nous permettre de travailler ensemble. Et comme on l'a vu là, une coopérative ou un groupe qui au départ voulait travailler sur l'alimentation va peut-être se retrouver à aider, parce qu'il a des compétences ou des qualités pour ça, aider un groupe de femmes qui, elles, travaillent sur la production autour du tissu, la couture, etc. Dans le programme, ce qui est aussi dans ce programme, ce qu'on apprend aussi, une des choses qu'on apprend, qu'on confirme, c'est l'idée qu'on a besoin en fait de passer par, ou de remplir un certain nombre d'objectifs ou d'étapes pour pouvoir mettre en place une politique ou mettre en place des communs sur un territoire. On a besoin que d'abord ces communs puissent être reconnus, puissent être identifiés. Et ça passe par un travail ça peut passer par un travail de cartographie, comme ça a été fait là à Barcelone et comme c'est fait à chaque fois. Mais ça peut passer par d'autres formes. En France, en 2015, on a fait un festival des communs, par exemple, qui a permis de faire rendre visible, en tout cas, tout un tas d'initiatives qui s'affiliaient aux communs. Est-ce que ce sont des communs ou pas? Ce n'était pas notre souci. Notre souci, c'était plutôt de les rendre visibles et de les relier entre elles, de telle manière qu'elles se donnent mutuellement de la force et qu'elles fassent système, je dirais, sur le territoire. Et il y a d'autres manières de faire que de procéder par cartographie ou par des faits. C'est des choses qui sont tout à fait imaginables. Une deuxième étape qui est vraiment décrite en détail par l'expérience qu'on a à Barcelone ici, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que les compétences, les capacités des acteurs vont pouvoir se développer. Ce sont des compétences ou des capacités qui peuvent être techniques, qui peuvent toucher à la gouvernementalité du collectif, qui peuvent toucher à l'économie, qui peuvent toucher à la connaissance de son territoire, la connaissance des ressources de son territoire, des besoins de son territoire. Tout ça sont des compétences ou des capacités qu'on a besoin en fait de développer, ou en tout cas d'accompagner pour que les projets aient plus de chances de se réaliser.
Et puis, le troisième défi, je dirais, c'est ce que je nommais tout à l'heure, des infrastructures. Comment est-ce qu'on développe pour que ces territoires puissent être accueillants et puissent être des bons biotopes pour les communs? Comment est-ce qu'on développe des infrastructures qui leur permettront de s'articuler, de se relier? Par exemple, si on prend l'alimentation, comment est-ce qu'on va faire pour que un système d'acheminement de l'alimentation depuis le lieu de production jusqu'à ces lieux de consommation puisse être considéré, conçu comme un commun et pas simplement renvoyé vers le marché capitaliste, extractiviste, mais bien acheminé de manière collective et de manière autogérée et au bénéfice de la communauté. Ça donnera la possibilité à ce moment-là d'inclure dans ces dynamiques-là des questions environnementales, des questions qui ont pu être abordées ce matin à travers la sobriété, par exemple. On va retrouver ça avec des centres communautaires de santé, on va retrouver ça avec des systèmes de logiciels libres ou de licences libres pour partager la connaissance, la connaissance, en tout cas tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel, qui sont autant d'infrastructures immatérielles qui permettent sur un territoire de développer des communs. Voilà pour nous ce qui est les défis finalement d'un territoire qui veut transitionner vers les communs ou par les communs. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. Et on a fini. Très bonne réponse. Vous avez été d'une efficacité redoutable. Donc, merci pour cette présentation. Alors, avant de donner la parole à la salle, je suis sûre qu'il y a plein de questions. Une première déjà, celle que j'ai posée aussi à Barbara Nicolosco tout à l'heure, parce que là, on voit que ça poisonne, qu'il y a en effet plusieurs défis, qu'il faut identifier, puis ensuite voir comment au niveau des infrastructures on met en place, et puis aussi comment on fait monter les compétences. Mais alors, si on veut se lancer, c'est un territoire ou une association veut se lancer dans cette démarche des communs, le premier pas à faire, ça serait lequel en fait? Et après, vous aurez tout à faire pour vous exprimer. Alors, pour être cohérent avec ce qu'on vient de dire, le premier pas, c'est vraiment d'aller vers les autres, d'aller vers les communs, de les identifier, d'identifier y compris ceux qui sont peut-être les moins visibles, c'est-à-dire de regarder à quels endroits les gens sont en train de fabriquer leur propre solidarité. Ça peut être micro à l'échelle d'un jardin partagé, mais ça peut être beaucoup plus macro à l'échelle d'un territoire sur la façon dont on organise, dont des collectifs ou des associations, par exemple, s'organisent à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle de leur ville pour, je disais tout à l'heure, résoudre, s'alimenter de manière solidaire ou de manière écologique, par exemple, ou bien prendre en charge l'accompagnement scolaire, ou bien prendre en charge l'accueil des personnes migrantes, ou bien prendre en charge, aider au développement économique de leur territoire, par exemple. Donc il y a vraiment un enjeu, peut-être que pour commencer, l'idée c'est effectivement de rendre visible et du coup d'aller vers l'autre et de trouver des formes pour le faire qui soient des formes pas forcément, je dirais, bureaucratiques ou technocratiques, c'est-à-dire c'est pas simplement faire un inventaire et faire une jolie carte, mais le faire ensemble, de façon à ce que ça soit quelque chose de partagé et qui serve à tous, qui fasse le premier pas finalement des communs, parce que c'est pas, les communs ne sont pas quelque chose qui se font à côté de la société, c'est à faire ensemble. Avec la communauté de communes du Pays-Niçois sur la question de l'action publique et de la façon dont elle peut intégrer un fonctionnement
justement de gestion avec des communs. Et du coup, la question que je me pose, c'est c'était intéressant dans votre présentation parce que du coup, il y a l'acteur public qui était présent dans ce chantier. Donc moi, du coup, je travaille avec une communauté de communes qui est plutôt volontariste, qui est plutôt dans l'idée de se dire allez, on se lance, on va faire des choses. Mais en fait, il y a toujours une question, c'est il faut de l'argent en fait. Parce que si on veut par exemple considérer que tel objet fait l'objet d'une gestion sous forme d'un commun, et que du coup on veut le sortir de l'économie de marché par exemple, et que la communauté, la collectivité se dit ok, je vais accompagner ça en portant par exemple le foncier, en portant le bâti, ou en aidant des acteurs à s'organiser, mais en leur trouvant une salle, ou en leur donnant les moyens de se... Enfin, voilà, si c'est la collectivité, elle accompagne, ok, mais pour accompagner, elle a besoin d'argent. Et du coup, voilà, je me demande un peu, moi, comment on sort de la prophétie de, voilà, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse des choses ensemble, etc. Pour sortir de ce qui relève de la prophétie, il faut, j'ai l'impression, de l'argent. Et je sais pas, comment vous faites face à ça? Je voyais qu'à Barcelone, vous avez accompagné plein d'initiatives. Voilà, juste, c'est une question pas très claire, mais... Si on a bien compris l'idée de comment est-ce qu'on fait, pour ça clair, avec quels moyens, voilà. Et pour ce qu'il fait, le programme qu'on a fait, et le modèle des Saint-Piliers, ce qu'on essaye de construire, c'est des projets qui sont soutenables, durables, dans le temps. Et pour durer dans le temps, il faut que les personnes qui y participent puissent manger et payer son loyer et tout ça. Et pour ça, on a une pilier, c'est le pilier des ressources qu'il faut mobiliser pour que le projet soit soutenable. Et ces ressources, peut-être d'argent, peut-être qu'il y a un projet qui a besoin de payer des salaires. Et on cherche les voies aussi de trouver l'argent qui est utile pour payer ces salaires. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est que l'argent vienne de l'administration publique, parce que ça n'est pas soutenable, durable dans le temps. On cherche que ce soit la communauté qui peut soutenir ces projets dans le temps, à travers peut-être de contributions périodiques, peut-être des donations, peut-être il y a des modèles de numérique à physique, des modèles où tu fais produire quelque chose, et ce que te donne la soutenabilité, c'est le fait que tu le produis en physique et tu vends cette partie. Pour que vous compreniez ce qu'on essaie de faire avec le programme, c'est donner une solution, un guide, pour que les projets qui veulent évoluer vers les communs puissent le faire dans la réalité qu'on a aujourd'hui, que c'est un marché. Et si on peut, on essaye d'éviter le marché capitaliste et se centrer sur le marché solidaire, qui existe aussi déjà. Je pourrais continuer, mais... Alors, en complément, peut-être, parce que ça, donc il y a effectivement l'enjeu de faire fonctionner, que les projets eux-mêmes soient soutenables, et que les communs ne sont pas des projets qui sont toujours et tout le temps subventionnés. Ça, c'est un des éléments de réponse à la question. L'autre élément, c'est que les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui pour soutenir l'économie ou le développement économique sont des politiques publiques qui investissent aussi de l'argent. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas investir de l'argent à l'endroit des communs de la même manière qu'on le fait à l'endroit d'autres champs de l'économie pour soutenir à travers la formation, à travers
l'accès au foncier pour les entreprises, les territoires qui ont des statuts particuliers, par exemple, pour accueillir plus d'entreprises, etc. Donc, il n'y a pas enfin, partir de l'idée qu'on développe des communs n'implique pas nécessairement d'avoir des fonds particuliers dédiés à ça, si ce n'est en tout cas, si on les regarde en face des fonds qui sont déjà attribués à l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Puisque ce que ça montre aussi, c'est qu'à un moment, il faut aussi... l'enjeu est peut-être plus d'avoir une volonté politique de développer des communs que d'avoir un enjeu économique. Tout à l'heure, vous parliez des lieux qui sont... on sait aujourd'hui que dans beaucoup de territoires en France, les communs se développent dans des espaces, dans des interstices de territoire qui sont des interstices délaissés, les friches, les lieux qui sont inutilisés aujourd'hui sont des foyers des communs, et beaucoup de tiers-lieux, par exemple, se sont développés sur cette base-là au cours des dernières années. Donc on n'est pas du tout... parler des communs n'est pas nécessairement se mettre en dehors du monde, en dehors de l'économie, et en même temps, c'est peut-être simplement réorienter une partie des politiques qui sont aujourd'hui conduites par les territoires. Sur la question des tiers-lieux, il y a une grosse question, c'est quelle valeur on produit. Quelle est la production de valeur? Alors, la valeur, c'est le lien social, c'est aussi l'usage d'un bien, c'est aussi l'usage d'un service. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est à qui je la distribue. Parce que si je fais un tiers-lieu au fin fond de je sais pas où et que j'ai personne à qui distribuer, ça ne répond pas à un besoin. Donc du coup, ça devient plus un commun. Après, il y a la question de comment je capture une partie de la valeur fiduciaire aussi pour pouvoir réinjecter dans mon commun et avoir pour le coup quelque chose de l'ordre de résilient. En tout cas, ça fait quoi ce que vous dites de l'expérience téléphone sur le projet soutenable. Ça rend ça. Et là, il y a la question de l'économie contributive aussi qui vient se poser sur comment chacun peut aussi contribuer à conserver ses communs, à les faire prospérer, à les faire grandir. Collectivité territoriale complet. Alors elle, ça s'appelle subvention, mais la collectivité peut aussi réfléchir en termes de contributeurs et elle-même évaluer quelle est la valeur, la plus-value pour son public et du coup dire oui, ok, ça s'appelle subvention parce que c'est la loi, mais je prends cette décision d'aller contribuer à cet endroit. Oui. Je me permets de réagir. Du coup, vous avez un bon vocabulaire si vous avez ça. La plupart du temps, quand on parle de ces objets-là, quelle valeur je crée, c'est pas de la valeur économique. Et le problème, c'est que ne serait-ce qu'un lieu sur lequel des individus peuvent échanger, malheureusement, aujourd'hui, ça a toujours une valeur économique. Et que du coup, parfois, il est difficile, si ce n'est impossible, de faire la jonction entre un objet qui crée une valeur qui est autre qu'économique et qui a besoin d'exister sur un lieu qui lui-même est dans un marché qui fait qu'il a une valeur économique. Et même les choses qui se sont développées en marge du marché, sur les friches, etc., qui ont fini par générer un regain d'intérêt. Enfin voilà, je vais le faire, je parle des grands voisins à Paris. Bon ben voilà, ils ont ouvert l'hôpital, il y a eu un engouement, il y a eu un intérêt énorme sur ce lieu qui s'est créé pendant, je ne sais plus, 3-4 ans. Et puis le résultat des courses, cet objet-là, ce lieu, il a rebasculé dans l'économie de marché. Et puis derrière, maintenant, c'est plus un tiers-lieu. Et voilà, donc du coup, il n'y a pas de réponse, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je trouve que la jonction entre de la valeur non économique et pourtant de la valeur énorme et l'existence économique, elle est parfois difficile. Peut-être une réponse en deux temps. Sur la question de l'économie, tout à l'heure, quand je parlais de l'économie, je disais, en fait, on a trois grands domaines qui régissent l'économie aujourd'hui. C'est le marché, dont une partie est extractiviste et une partie, l'économie sociale et solidaire, par exemple, ne l'est pas. La redistribution, à travers les impôts, le mutualisme, etc. Et puis
l'entraide, la solidarité, comme je les ai décrits tout à l'heure. Lorsqu'on parle de l'économie, dans ces champs-là, on n'est pas toujours dans une économie monétaire. Ce que tu dis là, c'est quelque chose qui réfère plutôt à l'économie monétaire. En fait, parler de l'économie ne nous enferme pas dans l'échange marchand basé sur la monnaie. Et j'en viens du coup à ce que disait la collègue du tiers-lieu, c'est qu'effectivement, avec les communs, on redécouvre tout un ensemble d'outils de gestion, d'organisation de l'activité et d'économie, au sens presque philosophique grec du terme, c'est-à-dire de gestion de la maison, de notre maison commune, où on va avoir des pratiques qui peuvent être différentes. L'économie de la contribution, où on va en fait, par exemple, dissocier ce que l'on donne et ce que l'on souhaite recevoir. Le fait, par exemple, d'avoir des systèmes de marché, des espaces où on va avoir un marché à prix libre. Ça vous est certainement arrivé d'aller dans une manifestation où on vous dit, ben voilà, il y a un repas qui est proposé, et le repas il est aujourd'hui à prix libre. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de votre envie, de vos besoins ou de vos moyens. On va avoir des systèmes de banque de temps. Donc là, c'est plus la monnaie qui est mise en circulation, mais le temps des personnes. Et la valeur du temps va être similaire. On va avoir des outils comme les monnaies locales ou les monnaies dédiées à un domaine particulier. On va avoir comme ça une économie qui va se déployer avec des outils qui sont différents de strictement ce qu'on appelle l'économie de marché. Et c'est ces mécanismes-là qui nous permettent de déployer une économie des communs qui va sortir ou qui va traverser les différents champs que je décrivais tout à l'heure. Si je peux rajouter une chose. Je pense que sur ça, un élément qui est très intéressant à avoir en compte, c'est la connaissance ouverte. C'est tu partages ce que tu fais, le projet que tu fais, le travail que tu fais en ouvert, de façon que ce soit réplicable. Tu élimines la compétence et élimines la logique de marché, de exchange d'argent. Et je pense que ça, c'est une valeur pour les projets qui veulent avancer vers les communs. Pour moi, le problème, c'est pas la monnaie. Il y a une économie monétaire, et dans une économie monétaire, on va avoir par exemple, comme vous avez dit, les monnaies locales. On est toujours sur une économie monétaire. Le problème de la marchandisation, c'est de vouloir faire du profit. Vouloir faire du profit. Oui. Et du coup, la monnaie n'est pas le problème. La monnaie, c'est un outil qui justement a été perverti par ce mode de pensée de la marchandisation. Ouais, on est d'accord, hein, la monnaie n'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème aujourd'hui pour nous, c'est la financiarisation du marché, et donc l'extractivisme, le fait qu'on extrait de la valeur. Tout à l'heure, c'était un peu la question qui était posée, c'est qu'on extrait de la valeur pour le bénéfice en fait du marché financier, et donc des acteurs du marché financier. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, pour de mon point de vue, dans le monde économique dans lequel on se trouve. Mais la monnaie en tant que telle, ici, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin de monnaie, mais qu'il faudrait faire un marché sans monnaie. Ils se sont pas perdus dans les grands voisins à Paris. Du coup, ils ne se sont pas perdus dans la marchandisation de quoi que ce soit. Quand on y va, en fait, on arrive, par exemple, en ce moment, il y a un café, on peut acheter un café de temps en temps, on peut se poser. C'est juste, on paye un service parce que quelqu'un derrière a pris du temps, du temps et des matières, et donc en fait, on paye ce service comme on pourrait lui donner, par exemple, je sais pas, on pourrait aller ramasser des fleurs dans un parc et aller lui donner des fleurs et faire du troc. Mais là, on a décidé d'utiliser un système monétaire. Enfin, du coup, je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit. C'est toujours grand voisin avant que ça ferme. Tu avais des gens qui étaient hébergés gratuitement. Tu avais des associations qui utilisaient un espace de travail pour des loyers extrêmement faibles. Tu avais d'autres acteurs économiques qui étaient là avec des loyers un peu plus forts.
Bon, tout ça, tu l'as plus maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il y a des logements qui ont rebasculé dans une économie marchande classique. Il y a quelques ateliers qui demeurent. Enfin, je veux dire, le truc, c'est qu'il y avait un gros élément qui était, ok, le lieu est gratuit, l'utilisation du lieu est gratuite. Parce que, c'était, vous payez juste votre eau et votre électricité, quoi, en gros, et vous payez un petit service d'organisation, mais simplement le lieu en soi, le gros éléphant dans la salle, qui est le prix de ce que ça coûte, ce lieu, il n'était pas là, quoi. Et maintenant, il est là. Enfin, on paye, tout ça a une valeur. Alors, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les grands voisins, parce que c'est effectivement un cas, c'est presque un cas d'école très très intéressant à plein de points de vue. Mais peut-être simplement ce qu'on peut se dire là maintenant, et puis on en discutera pendant un café si vous voulez tous les trois, mais c'est que au fond, parler des communs, ça ne veut pas dire automatiquement parler de quelque chose qui serait forcément bien, dans lequel il n'y aurait pas de rapport économique, dans lequel il n'y aurait pas de rapport de pouvoir, dans lequel il n'y aurait pas de rapport de genre. Ce que nous a montré Monica avec les 5 piliers, c'est que toutes ces questions-là, elles doivent être étudiées, elles doivent être posées et qu'elles font l'objet de choix de la part des leaders des projets, de la part des gens qui conduisent les projets. Et on peut très bien avoir des projets qui tendent vers les communs, qui sont de l'ordre des communs, dans lesquels il y a des rapports auxquels on n'adhère pas. De la même manière que dans certaines coopératives, la question de la démocratie n'est pas forcément aussi respectée qu'on pourrait le voir sur le papier, ou dans les mutuelles, dans les banques mutualistes par exemple. On voit bien qu'on rencontre en fait ces problèmes-là, et ces problèmes ils sont de l'ordre du vivant de ces projets. On ne peut pas simplement dire on a statué et c'est terminé. On est vraiment dans des projets qui sont de l'ordre du vivant. Et puis il y a une demande de parole depuis tout à l'heure. Je savais que le sujet était aride, et certainement un des sujets les plus arides des 3 sujets. Moi, je voudrais juste. Alors, j'ai compris la boîte à différents outils, mais le cœur, pour moi, côté région, c'était de se poser des questions par rapport à la réfaction des ressources, l'accaparement des ressources, de certaines ressources par des financiers. On voit en région, il y a des questions sur les ressources en eau demain, les questions des usages, des modes de traitement, etc. Par exemple, l'agriculture, on va subir un contre-coup de l'agriculture et de la forêt. On a des problèmes sur moi je suis pas une organisation, mais l'accaparement des terres par des grands groupes au détriment des paysans. Les forêts aussi qui commencent à être financiarisées, où on détruit des écosystèmes pour en faire de la monoculture, etc. Et moi, le sens de notre démarche, les communs et côté région sur cette dynamique de 3 ans, c'est par rapport à ça. Après, il y a des boîtes d'outils qui existent, mais je pense que derrière, il faut remettre au centre de la question des ressources pour des besoins essentiels et des besoins primaires, etc. Et quel est le rôle de la puissance publique par rapport à ça, pour éviter que demain, je suis désolé, c'est que la Chine achète la moitié de la région en terre agricole et puisse alimenter la Chine avant la France. C'est ce qui est en train de quand même insidieusement, même si les politiques le sont là, c'est en train de ce qui va se passer si rien n'est fait. Demain, 50% de paysans en moins en région, des fermes de 5 à 10 000 hectares, il n'y a personne qui pourra racheter, même pas les collectivités. Donc il y a des enjeux de commun et les outils sont à côté, mais qui doivent être positionnés. Je veux dire, quel est le rôle de la puissance publique et comment on organise l'utilisation de ces communs. On sait, vous savez, les problèmes de l'eau, il y a eu beaucoup de services d'eau. On a de la chance encore dans nos territoires, les services sont encore publics et montrent leur efficacité par rapport à des groupes privés. Et moi, je pense qu'il faut qu'on reste, parce que j'entends tout ce que vous avez dit, mais je pense que ça, pour moi, j'entends, mais pour moi, c'est invitable par rapport aux enjeux. Des tiers-lieux, il y a 150 tiers-lieux en région, nous, on a des services qui travaillent à la création de tiers-lieux. Je pense que ça peut être des outils, et là, on va discuter des communs dans les territoires, mais ce n'est pas le sens de ce que moi je souhaitais, que je souhaite demain sur ces 3 années de travail, parce qu'il y a deux autres enjeux beaucoup plus importants, il me semble, très, très importants, qui vont, si on n'y sont pas vus sous un esprit éthique
politique et publique, on va passer à côté de quelque chose. C'est bien l'enjeu de la réflexion qu'on doit avoir sur les communs. J'entends ce que vous avez dit. Je pense que la méthode. Et j'ai une question justement par rapport à Barcelone. Quand on voit la définition de la dame, la prix Nobel, là, qui met en premier la question de ressources, et de ressources naturelles, hein, par rapport aux besoins alimentaires. Par quoi vous avez commencé? Parce que moi, dans vos travaux, je n'ai pas entendu quoi que ce soit, rien par rapport aux ressources naturelles. Je pense que Barcelone a des problèmes d'eau. Enfin, il me semble, Barcelone, pour y aller de temps en temps, il y a des problèmes d'eau, il veut chercher de l'eau de plus en plus loin. Est-ce que ça, c'est pas un commun qui n'a pas été envisagé dans votre problématique Dans des programmes, non. Ah non. Non, c'est un programme qui travaille avec des projets qui arrivent à proposer pour les personnes qui veulent y participer. Mais pour le moment, on n'a pas travaillé l'eau. On a travaillé l'eau tout à côté, dans quelques projets qui utilisaient l'eau pour ces projets. Mais on n'a pas travaillé la municipalisation de l'eau dans le programme. C'est quelque chose que c'est en train d'être travaillé de la municipalité, mais pas dans le programme concret. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique qu'on a essayé de montrer là, c'est une logique qui va s'appliquer à différents cadres et qui peut s'appliquer à des ressources naturelles. Moi, j'étais pendant je crois que c'était pendant le premier confinement, j'étais dans le Jura et j'ai vu des containers qui embarquaient le bois et j'ai questionné les agriculteurs, enfin, les gens qui travaillaient sur place, pourquoi on mettait du bois dans des containers. Ça me semblait sidérant. Et effectivement, j'ai compris que c'était du bois qui partait en Chine. Donc on voit bien, donc ces enjeux-là, moi, me semblent effectivement des enjeux extrêmement importants pour une région comme le Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas les régions françaises. Les enjeux de l'eau, on les voit aujourd'hui à différentes échelles, se posent aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on a essayé de faire comprendre là, c'est que voilà, il y a une base de définition de qu'est-ce qu'on entend par commun. Bien sûr que les enjeux de ressources, de protection des ressources, de préservation et d'usage des ressources, c'est une chose importante, mais que si on veut faire ça en commun, il faut impliquer les communautés. Il faut impliquer les communautés, et les impliquer, ça veut dire faire les démarches qu'on a dites. C'est-à-dire d'abord savoir qui va s'impliquer, ensuite outiller les gens pour qu'ils s'impliquent et pour qu'on le fasse ensemble. Qu'on le fasse ensemble quand on est une institution de la puissance publique, que ce soit locale, enfin, une ville, ou une communauté commune, une région, un département, une région, etc. Parce que sinon, on ne va faire qu'un travail d'administration. Donc il y a vraiment cet enjeu-là. Après, il y aura forcément aussi un enjeu d'échelle. C'est-à-dire qu'une communauté de communes va pouvoir gérer les enjeux de l'eau, les enjeux du foncier à son échelle. Si on veut travailler à l'échelle d'une région, il y a probablement à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fédère ces dispositifs-là. Et là, il y a aussi un certain nombre d'outils, un certain nombre d'expériences qui sont, je dirais, de l'ordre de l'ADN des communs, qui sont effectivement de chercher plutôt des modes de coopération, des modes de fédération, des modes d'organisation, je dirais, vivantes, qui permettent de travailler ensemble, plus que d'une planification par le haut qui arrive, qui pose les choses. Donc c'est là où la question des communs peut aider à résoudre ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'administration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de planification, mais ça veut dire qu'il y a une complémentarité, que l'enjeu c'est d'un côté celui de la propriété, comment on gère la propriété, le partage d'accès aux ressources, et comment on gère, ou comment on gouverne les ressources ensemble, et c'est là la question de la participation. Et derrière, effectivement, selon les cas, on va avoir des dispositifs qui peuvent être différents. Il y a des communs de terre qui se créent en France, qui existent déjà, sous différentes formes administratives. Après, c'est autre chose, mais ça part des gens. Un commun, ça part des gens qui, du coup, ont cette conscience de la nécessité de la ressource, comme vous l'avez extrêmement bien décrit tout à l'heure, et qui, du coup, se regroupent et voient ce qu'ils peuvent faire ensemble pour fédérer la ressource. Et ces communs, c'est aussi tout l'intérêt de la cartographie.
réinventer la rue, et puis après refaire à notre sauce en fonction des territoires. Avec, moi je souhaite demain sur le côté l'importance du dialogue avec les collectivités territoriales et les fonctions plus administratives évidemment. Mais ça existe déjà. Mais c'est ça qui est intéressant, juste à intervenir du monde, par rapport à ce que vous disiez, Dominique, de la région, et ce questionnement, de comment est-ce qu'on se saisit d'enjeux qui sont quand même très très importants et pressés aussi, parce que c'est aujourd'hui. Mais en même temps, là, aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on dialogue entre associations, entreprises, puissance publique, et que déjà, on part sur les mêmes bases aussi de qu'est-ce que c'est les communs, et déjà ça, qu'on se mette un peu d'accord là-dessus, qu'on puisse dialoguer ensemble et puis se dire comment est-ce qu'on s'y met. Mais c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Hervé, et je vous donne la parole tout de suite, c'est que déjà on est sur, on dégrossit, puis on est sur du un peu général, mais on va aller assez vite au concret parce qu'il y a nécessité d'y aller. Et déjà, de se parler de ce que disait madame, je ne connais pas votre prénom, mais sur le tiers-lieu, de savoir que ça existe dans votre territoire, à côté, et comment la puissance publique peut s'appuyer aussi sur des associations, sur des entreprises pour mettre ensemble la sobriété, les communs, et puis les low-tech, c'est aussi la richesse d'un territoire, de ne pas porter que soi-même tout seul sur ses épaules en tant que région, la chose, quoi. Hervé, je vous passe la parole. Je voudrais dire plusieurs choses. On peut prendre dire le mot commun comme le mot l'État. Ça va toujours faire réagir les gens. Ils vont réagir selon la façon dont ils le comprennent, ce qu'ils mettent dedans, ou ce qui génère leur peur. On peut parler de la propriété aussi des propriétaires de la même façon, qu'ils soient morts ou je ne sais pas pourquoi, et donc on va être là dans des choses qui vont être clivantes dès le départ. Pour mon compte, dans le travail que l'on fait, comme on a initié ici, il ne s'agit pas d'aller sur des mots uniquement aussi courts que ça. La définition que tu as donnée des communs, je la trouve très bien. À part qu'après tu parles des communs et tout le monde se réagit dans sa tête avec ses neurones, avec ce qu'il y a déjà mis dedans. Et ce qu'il a peur, ça génère. Donc si c'est pour générer du développement anticapitaliste ou pour générer du développement anti-propriété ou générer quoi, je n'irai pas. C'est pas quelque chose qui me motive et c'est pas quelque chose que je trouve probant à l'heure actuelle. Les choses changeront pour d'autres motifs. Donc moi je vais dire ma réaction au départ. Ma réaction au départ, c'était de considérer d'abord une chose, Monica. Je parle pas espagnol. Je suis absolument convaincu qu'il y a des choses bien dans ton texte et qu'on ne les voit pas. On ne les a pas vues d'abord parce que c'est trop loin, et puis on ne les a pas vues parce que c'est en espagnol. Donc ce que je souhaite, moi, c'est que ton texte, pour qu'on le comprenne et qu'on puisse en tirer quelque chose, on en ait une forme française. Même une charabia française, si tu veux, enfin, une forme française. Là, je suis beaucoup trop éloigné. Donc quand tu as parlé de tes 4 ou tes 5 trucs, je ne sais pas de quel truc il s'agit, à part qu'ils ont une couleur bleu, blanc, rouge, ou je ne sais pas quoi, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Donc là, il manque quelque chose pour la compréhension de ce que vous avez pensé, de ce que vous pensez tous les deux. Et donc ça, c'est la première chose. Donc avant de porter le jugement, moi j'aimerais savoir de quoi finalement vous parlez, qu'est-ce qu'il y a derrière le simple mot. Alors ma réaction au départ, c'est que je me dis, tiens, on dirait des formes d'assistance à maîtrise d'ouvrage. En définissant l'ouvrage un peu mieux que ce qu'il est aujourd'hui, simplement n'importe quel ouvrage qui est proposé. Et que ce que vous faites, vous, c'est de l'assistance, dans ce cas-là, à une maîtrise d'ouvrage particulier. Donc voilà, moi, comment je l'ai retenu au début, de façon peut-être un peu technique. Et je me suis dit, grosso modo, ce qu'il propose, c'est une ingénierie de projet. C'est des mots qui vous plaisent peut-être pas, mais c'est des mots, je veux dire, communs. Ingénierie de projet, ça suppose de faire appel à un certain nombre de ressources, un certain nombre de moyens, pour que quelque chose arrive. Et ce que j'ai retenu aussi dans ce que vous avez dit, c'est que vous n'allez pas vous occuper de l'eau, je ne sais pas quoi, parce que vous vous occupez de ce qui est en train de naître, de ce qui naît sur un territoire. Donc les choses qui naissent sur du territoire, ici, il y en a. Oui, et donc il faut partir de ces choses qui commencent à exister pour leur aider à avoir une condensation, à avoir une cristallisation. À partir de ce moment-là, ce que vous apportez comme technologie, comme technique, si on peut dire, comme ingénierie de projet ou comme maîtrise de projet,
Par rapport au commun, c'est le pire raison qui complète le plus de monde. Les communs, ça peut être très fort, comme ça peut être des choses de en soi-même, le mot contradictoire, je ne l'ai pas dit, ça ne rime à rien. On dit commun, mais il faut avoir un outil. Donc on revient sur le concept de la définition. Et la définition en général, vous savez qu'en gros, je vais le faire, le lexique avec le vocabulaire, on essaie d'y aller un lexique. Un lexique, les mots sont utilisés en anglais, qui vont être utilisés dans les communs français. Mais si on a des pas dans quelque chose, je trouve que la définition qui est de commun, c'est une définition dont on peut tirer la chose. Parce que pour moi, c'est pas bon. Et le contenu est un outil. Ok. Les matériaux ne sont pas traduits au français. Je suis désolée pour le moment. Ce que je suis venue à faire, c'est vous montrer ce qu'on a été en train de travailler les derniers 5 ans en catalan. Ces travaux-là, ces outils, sont le résultat d'une étude et de travail en commun avec des autres organisations et des autres initiatives qui développent des outils similaires à celui-là et avec qui on fait un échange et on est très ouvert à continuer à évoluer. On ne pense pas que les outils soient la guide absolue de rien. Ce sont des outils, ce sont des choses qui nous servent à évoluer et ils-mêmes évoluent. Les outils sont tout ce qu'on produit, on le publie. J'ai allé très vite et je ne l'ai pas mis. C'est tout sur Wikimedia Commons et sur archive.org. Et c'est avec un Creative Commons share alike, free. Tout le monde peut l'utiliser, peut l'échanger, l'adapter. Et si vous voulez vous les utiliser, vous pouvez nous dire et nous serons très contents d'y contribuer. C'est tout. Il a mon email ici à la fin, c'est tout le lien, c'est sur femblecommons.org. Et aussi, vous pouvez m'écrire et je vous envoie les liens exactement de ce que vous êtes intéressé et je peux vous aider à le travailler au français ou ce que vous voulez. Alors, juste pour compléter, je voudrais juste dire deux ou trois choses. D'abord, effectivement, on est venu ici pour essayer d'expliquer la demande, l'invitation nous a été lancée pour dire venez nous expliquer ce que c'est que le commun. Pas forcément dire aujourd'hui quelle doit être la politique régionale en la matière. On est tout à fait prêt à y réfléchir, même très intéressé. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que oui, bien entendu, il existe, et c'est un peu d'ailleurs le panneau qui nous a manqué tout à l'heure, il existe des exemples de gestion de l'eau, des exemples de gestion de forêt qui relèvent des communs. L'expérience, par exemple, de ABC, que vous voyez là en haut à droite, ABC, c'est Acqua Bene Comune de Naples, c'est la première entreprise en commun de gestion de l'eau municipale. Vous allez trouver, je connais par exemple l'Institut de OBA, mais qui travaille sur
tout un territoire en commun. Une forêt aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, où là aussi la question des communs. Donc, ces expériences-là, elles existent. L'idée aujourd'hui, ce n'était pas de vous présenter simplement une pile d'exemples, mais d'essayer d'approfondir un petit peu ce sujet-là. Donc je pense que c'est vraiment, on pourrait compléter, répondre peut-être plus à cette demande-là. Et c'est vrai qu'on a fait un choix pratique de montrer un dispositif qui accompagne des projets qui sont plutôt des projets urbains ou des projets de ce qu'on appellerait des communs urbains aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la même démarche n'est pas applicable à une autre échelle ou à l'échelle d'une région ou dans d'autres domaines, à mon avis. En tout cas, il y a des choses qui sont très proches. Et puis, je voudrais dire un dernier mot sur ce que vous disiez sur la maîtrise d'ouvrage. Vous avez utilisé le terme de maîtrise d'ouvrage. Il y a effectivement dans les communs quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise. C'est-à-dire de passer de l'idée qu'on est simplement sur un enjeu de propriété à un enjeu de maîtrise commune. Et oui, que ce soit par exemple dans le monde culturel aujourd'hui, il y a eu tout un travail sur qu'est-ce que c'est que la maîtrise des lieux culturels qui s'est développé depuis le début des années 2000 par exemple, donc derrière l'idée de maîtrise d'ouvrage. Et ce sont des choses, des outils qu'on a besoin de développer, des outils au sens juridique du terme, qui sont tout à fait intéressants à développer à l'échelle de bassins versants, par exemple, sur l'eau, à l'échelle de forêts, de choses comme ça. Et c'est précisément, je pense que pour une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, c'est à cette échelle-là, c'est à ce niveau-là que doivent se poser les questions. Je pense que par exemple, un observatoire des communs qui permettrait de poser des questions, d'approfondir cette question de l'eau, des forêts, du foncier, etc. Dans les exemples de foncier, tout à l'heure, il y avait la collègue des tiers-lieux qui disait oui, il y a des expériences de foncier. Il y a des expériences de foncier aujourd'hui, il y a Terre de Liens qui depuis des années a développé des pratiques de ce côté-là. Il y a des foncières qui se mettent en œuvre aujourd'hui. Ce sont des choses tout à fait intéressantes qui restent à une échelle pour l'instant micro. Et l'intérêt aujourd'hui de travailler là-dessus, c'est que à l'échelle d'une, comment on passe à l'échelle d'une région, comment on fait pour que ça devienne réellement quelque chose de significatif dans une région.